Chers amis de Péguerre, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mondoscopie. Nous sommes le 14 avril 2026. J'enregistre un peu en avance, je suis désolée. C'est la dernière fois. À partir de la semaine prochaine, tout rentrera dans l'ordre. Alors, aujourd'hui, ce sera encore un monosujet parce que je voulais parler aussi avec vous des élections en Hongrie, mais je pense que j'en ferai la clé du monde de cette semaine. Donc aujourd'hui, monosujet, l'Iran, évidemment, tout le monde est branché sur le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas, pour savoir ce qui va s'y passer. Est-ce que on va avoir droit d'un côté ou de l'autre, et surtout vers l'extérieur, à vrai dire, à une bataille rangée dramatique, ou bien est-ce que il est d'ores et déjà établi que ce blocus est une nouvelle astuce trouvée par le malheureux Donald Trump pour faire oublier ce flop du premier round de négociations à Islamabad avec les Iraniens. Évidemment, ça risquait pas de se passer bien, et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, le cessez-le-feu qui tient malgré tout. Donc ça veut dire que les uns comme les autres peut-être fourbissent leurs armes pour reprendre s'il le fallait, mais ont peut-être intérêt aussi à trouver une porte de sortie, et je pense surtout aux Américains, malgré le différentiel de puissance militaire évident entre les deux États. Je pense que c'est surtout Trump qui devrait vraiment tout faire pour se sortir de ce guêpier. Et on ne peut pas dire que sa méthode erratique, pas toujours compréhensible, assez écœurante par certains aspects, notamment sa manière de s'adresser aux autres, en fait, et de les menacer. On ne peut pas dire que sa méthode époustoufle par sa clarté, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en tout cas, voilà, la grande affaire, c'est le blocus sur le blocus, sachant que les Iraniens n'ont pas bloqué le détroit d'Ormuz en tant que tel. Ils ont juste fait une sorte de passage à la carte, enfin au choix, à leur choix, à leurs mains, des navires, selon qu'ils payent en yuan ou pas, et selon qu'ils payent déjà, et qu'ils appartiennent à des pays alliés ou amis. En tout cas, pas à des pays qui ont qui ont juré leur démolition, quoi, leur fin. Bon. Alors, il se dit que les pourparlers pourraient reprendre, et je pense que Trump fait tout pour qu'ils reprennent, mais évidemment, si on veut arriver à quelque chose, il va quand même falloir, je ne sais pas moi, ouvrir quelques livres d'histoire, ou bien réfléchir 2 minutes, à moins d'être d'une parfaite mauvaise foi, comme lors du premier round, comme lors du round de février, comme lors du round de juin. Du côté américain, il faut quand même sortir de la mauvaise foi si on veut arriver à quelque chose. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une négociation en demandant, en posant sur la table vos exigences, non seulement de départ, mais en fait de fin, et en expliquant que c'est à prendre ou à laisser, et que si c'est pas ça, nous allons tous vous assassiner, forcément, quand on tombe sur une partie adverse qui non seulement est forte et puissante, mais est moralement résiliente, et a décidé de ne plus laisser entamer sa souveraineté impunément, eh bien, on est mal parti. Bon, donc, tout ça pour dire que le premier round des négociations, des pourparlers d'Islamabad était mort-né en fait, parce que la mauvaise foi américaine était évidente. Évidemment, ils ont expliqué dans une belle inversion accusatoire que c'était les Iraniens qui étaient de mauvaise foi. Mais enfin, je rappelle quand même que ce sont les Américains et les Israéliens qui attaquent l'Iran, là, voilà. Donc, et que l'Iran ne se laisse pas faire et leur tient la dragée haute d'une certaine façon, militairement, politiquement, donc, et à des alliés puissants. Et les met face à une forme d'humiliation parce que rien n'a marché en fait de leurs objectifs. Bon, donc les
La télévision d'État iranienne a expliqué que, en fait, ça avait capoté à Islamabad la première fois parce que les Américains demandaient trop, hein, ce qui est une gentille façon de le dire, c'est-à-dire ils demandaient tout, et qu'évidemment les points brûlants, les points compliqués, c'était Hormuz et c'était l'enrichissement de l'uranium. Bon, ça c'est pas un scoop, mais il y avait aussi d'autres points. Et que malgré la bonne volonté iranienne, écoutez, les Américains avaient continué à accumuler les demandes complètement déraisonnables et donc ça ne pouvait pas avancer. Donc tout ça, voilà, on a vu Vance arriver en disant, ça, enfin avant de partir même, ça va bien se passer, et puis on l'a vu repartir en disant c'est un échec. Évidemment, les Iraniens n'ont rien voulu faire, rien voulu entendre. Il faut dire que ce qu'on leur demande n'est pas rien. On leur demande en fait encore une fois, et je le dis, mais je le répète, de se mettre tout nus, n'est-ce pas, de renoncer à peu près tout ce qu'ils ont, de renoncer à enrichir de l'uranium à des fins civiles, de renoncer à leur défense balistique, de renoncer au fait effectivement à leur projet, d'ailleurs qu'ils mettent en place, de faire payer 2 millions de dollars par bateau souhaitant traverser le détroit d'Ormuz. Mais il faut se rappeler que ce n'était pas le cas avant le déclenchement de l'attaque américano-israélienne. Donc ce n'est pas eux qui ont décidé comme ça, out of the blue, comme on dit, de faire un droit de douane qui est effectivement illégal en regard du droit international de la mer, comme l'est d'ailleurs le blocus américain aujourd'hui. Mais c'est parce qu'ils ont été attaqués, ils ont agi avec les armes qu'ils avaient, c'est-à-dire non seulement les armes, mais évidemment en faisant en sorte que ne passe par le détroit d'Ormuz, qui est sous leur contrôle internationalement, sous leur surveillance, que les navires qui, entre guillemets, appartiennent à des pays qui sont amis, n'est-ce pas, qui ne leur veulent pas de mal. Donc ils ont choisi effectivement de faire payer et surtout de compliquer le commerce international et de provoquer le début d'une crise énergétique internationale. Bon, mais c'est pas comme ça. C'est une réponse à une agression et à une menace d'écrasement, d'envahissement, d'invasion, enfin de destruction de leur civilisation. Enfin bon, je ne parle même pas des superlatifs absolument ahurissants qu'empile Donald Trump pour essayer d'être pris au sérieux. Je trouve que ça a l'effet inverse, personnellement, parce que, voilà, tout ce qui est excessif est insignifiant, comme disait Talleyrand, et je le répète souvent, et c'est vrai. Mais de toute façon, les États-Unis n'ont jamais voulu un accord avec les Iraniens. Voilà, il y en avait un d'accord en 2015, Trump en est sorti en 2018. Donc il faut arrêter. L'accord sur l'Iran avait tout accepté en 2015, après des années et des années de négociations sur l'enrichissement de l'uranium, qui était strictement encadré, surveillé, monitoré par les uns, par les autres, par la IEA, par tout le monde. Bon, ce sont les Américains qui se sont retirés de cela, bien sûr sous influence israélienne, et donc c'est pour complaire à Israël qu'ils se sont de nouveau prêtés, enfin ils ont lancé même, puisque c'est eux qui ont voulu, c'est pour parler d'Islamabad, c'est pas les Iraniens, pour voilà, gagner du temps, essayer après d'accuser les autres de mauvaise foi, etc. etc. Bien. Donc, les Américains, si vous voulez, ils passent leur vie à mentir, en fait, dans toutes les négociations. Donc, ils prennent l'autre partie pour des imbéciles. Ils arrivent avec des oukases, et si vous n'acceptez pas leurs oukases, eh bien, ils escaladent sur l'échelle des menaces et ils expliquent que vous êtes de mauvaise foi. C'est assez ahurissant, cette conception de la diplomatie et de la négociation laisse sans voix, n'est-ce pas? Et encore, je suis de bonne humeur, donc ça me fait presque rire, mais en fait c'est tragique. Donc, on sait que ce sont les États-Unis qui ont imploré le Pakistan d'intervenir et de forcer l'Iran à se prêter, si vous voulez, à des pourparlers. Bon. Quand l'Iran a finalement accepté, alors qu'il était en position de force, ce sont les États-Unis
qui ont, avec les Pakistanais, mis au point, si vous voulez, drafté, enfin écrit, préparé, l'annonce qui a été faite et qui disait que dans le cessez-le-feu, il y avait évidemment le Liban, c'est-à-dire qu'Israël devait s'arrêter de taper sur le Liban aussi, voilà, pour que le cessez-le-feu soit effectif. Tout ça était antérieur à l'annonce du cessez-le-feu. Bon, donc les Américains étaient parfaitement au courant. Hein. Et ensuite, dès que le cessez-le-feu a commencé à entrer en vigueur, Israël, évidemment, a ignoré toutes les restrictions liées à ce cessez-le-feu. Et immédiatement, les États-Unis se sont couchés, ont changé de ton, ont expliqué que les Iraniens n'avaient pas bien compris, qu'en fait, il n'avait jamais été question que le Liban soit parti de cette équation de cessez-le-feu. En fait, il se dit même que les Américains imaginaient que les Iraniens, tenez-vous bien, accepteraient, enfin voilà, que les Américains auraient le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que les Iraniens accepteraient que le Liban soit inclus, mais progressivement, n'est-ce pas, dans le cessez-le-feu. Donc progressivement, pour permettre à Israël d'avoir une porte de sortie, n'est-ce pas, à son agression. C'est du pur délire. Enfin, en fait, la réalité, c'est que Trump s'est de nouveau fait tordre le bras par Netanyahou et ceux qu'il représente autour de lui, hein, Kushner, Witkoff et d'autres, qui sont de grands sionistes extrêmement militants et agissants. Et Vance, bon, bah, il a passé en fait les pourparlers d'Islamabad au téléphone avec Trump jusqu'au moment où l'autre lui a dit bon, bah, c'est bon, tu t'en vas, c'est fini, c'est terminé. Bon. Donc, si vous voulez, Trump peut dire ce qu'il veut, mais les États-Unis sont à l'origine du fait que tout cela n'a rien apporté. Il peut toujours expliquer qu'il est le plus grand négociateur de la planète. Dans ce cas-là, il vaudrait peut-être mieux qu'il se déplace lui-même et puis on verrait ce que ça donne. Je pense que si c'est sur le même mode, le même ton, ça n'ira nulle part non plus. Voilà. Donc, bon, tout le monde sait que le Liban était inclus, le cessez-le-feu au Liban était une condition de l'acceptation par les Iraniens de ce cessez-le-feu, tout le monde l'a dit, le Premier ministre pakistanais lui-même l'a dit, l'a répété, etc., etc. Donc voilà, les Américains, encore une fois, ont menti. C'est tout à fait... et en plus, c'est eux qui avaient fait avec le Premier ministre pakistanais, qui lui avait fait quasiment le draft de ce qu'il devait poster, de ce qu'il devait annoncer, etc., etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que les Israéliens, évidemment, auraient sans doute voulu, n'est-ce pas, on peut tout rêver de tout, être inclus dans ces pourparlers entre Iraniens et Américains. Ben voyons, hein, c'est bien, ça me semble tout à fait concevable. Et comme ils ne l'étaient pas, évidemment, parce que sinon jamais les Iraniens n'auraient accepté, eh bien ils se sont insurgés, rebellés, et ils ont en fait essayer de casser ce cessez-le-feu tout de suite. Ça n'a pas marché, parce qu'au moment où j'enregistre, pour l'instant, à part au Liban, et ce à part est très lourd et très tragique, parce qu'il y a des centaines et même des milliers de morts hein, au Liban, mais à part au Liban, il n'y a pour l'instant pas de reprise des affrontements armés ouverts entre les Iraniens et les Américains, et même les Israéliens contre l'Iran directement. Bon. Donc, voilà, le malheureux Vance, bon, bah, il a fait ce qu'on appelle du damage control, hein, c'est-à-dire il a essayé de contrôler les problèmes, les dégâts, les dégâts faits au pourparlers. Bon. Donc, et Trump, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a surenchéri, il s'est dit, bon, bah, c'est un flop, c'est un bide total, que je l'ai voulu ou pas, c'est un bide, donc je continue, et maintenant j'explique que c'est moi qui vais bloquer le détroit d'Ormuz, et que je vais empêcher tous les navires, alors évidemment ceux qui auraient accepté de payer en yuan, ceux qui auraient accepté de payer voilà, les Iraniens d'une manière ou d'une autre, et tous les navires d'entrer dans le détroit d'Ormuz.
voilà, avec ma marine extraordinaire, je vais réussir à faire ça, etc., etc. Tant que les Iraniens ne renonceront pas, en fait, à enrichir quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir que pendant ces pourparlers, et même nos médias l'ont appris manifestement, ça a chopé aussi sur la question des pourcentages d'enrichissement d'uranium. Ce qui était déjà le cas des négociations en février, ce qui était déjà le cas des négociations auparavant, ce qui était déjà le cas des négociations depuis longtemps. Bon, c'est-à-dire que les Américains, sur consigne israélienne, veulent que l'Iran renonce à tout, c'est-à-dire plus d'enrichissement du tout. Voilà, ils tolèrent un petit 5%. Bon. Et les Iraniens, eux, demandent 20%, parce qu'ils ont des réacteurs civils qui ont besoin d'uranium enrichi à 20% pour fonctionner. Donc c'est même pas, on est très très loin de la qualité militaire. La qualité militaire, c'est près de 100%. Donc voilà, il faut savoir de quoi on parle aussi. Quand on parle d'enrichissement de l'uranium, on a tout de suite l'impression que c'est l'arme atomique. Pas du tout. Deuxièmement, je rappelle que l'Iran a signé le traité de non-prolifération nucléaire et s'est engagé depuis des années, depuis des décennies, à ne pas avoir d'armes nucléaires militaires. Donc là aussi, si vous voulez, il y a une espèce de flou artistique qui est encouragé, qui est systématiquement utilisé par les Américains et les Israéliens pour faire croire que l'Iran veut continuer à se doter de cette arme nucléaire avec laquelle il détruirait naturellement la planète et évidemment en commençant par Israël. Bon, donc tout ça, je vais être très familière, c'est du flan. Voilà, c'est du flan. C'est du flan et c'est surtout le prétexte pour essayer de se faire l'Iran, tout simplement, de mettre l'Iran à terre, de ruiner ce pays. Et là, donc Trump, en déclarant son blocus américain du détroit d'Ormuz, en fait, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut littéralement asphyxier les Iraniens économiquement, énergétiquement, les séparer de ses alliés, bon, là, de leurs alliés. Là, je lui souhaite bon courage parce que les répliques sont en cours. Et il s'imagine que ça va marcher. Par ailleurs, il a des déclarations de plus en plus outrancières, de plus en plus grossières, y compris vis-à-vis du pape lui-même, Léon XIV, absolument ahurissantes. Le pape qui a évidemment fini par prendre la parole et appeler à la paix, rappeler que c'est la paix qui doit dominer et pas juste l'avidité et la guerre. Et évidemment, Trump n'a pas apprécié, n'est-ce pas, qu'on lui fasse la leçon, quel scandale. Et donc, face au pape, il a expliqué qu'il ne l'aimait pas, que c'était un pape qui préférait le crime, etc., etc., etc. Même le président iranien a jugé bon de réagir et d'expliquer, j'allais dire, de présenter au pape les excuses de Trump, quasiment, enfin de dire que tout cela était absolument indigne. Enfin, si vous voulez, voilà, il y a un débat aux États-Unis expliquant que Trump n'a plus toute sa tête, en fait. Ça, je n'en sais rien du tout. Est-ce que c'est sa méthode d'imprévisibilité? Je n'en sais rien du tout non plus. Mais il est certain que pour faire oublier le fiasco de la guerre, le fiasco de cette décision complètement idiote qu'il a prise, et surtout son impuissance, il veut asphyxier l'économie iranienne, mais aussi chinoise, naturellement. Vous vous souvenez de l'objectif ultime, c'est la Chine. Et évidemment, l'idée, c'est qu'en bloquant Hormuz, on va réussir à, après avoir fait ce qu'on a fait au Venezuela, etc., on va, en assumant une forme d'escalade, on va arriver à gêner les Chinois et qui ne réagiront probablement pas. Aujourd'hui même, un navire chinois a passé le détroit d'Ormuz. Les Américains n'ont rien fait, manifestement. Bon. Donc je pense quand même qu'il y a beaucoup d'esbrouf, beaucoup de bravado, hein, de grands... enfin voilà, c'est du Trump dans le texte. Mais de toute façon, si vous voulez, c'est pas ça qui va forcer les Iraniens à revenir discuter. Parce que discuter de quoi?
Et au nom de quoi les États-Unis, qui critiquent l'Iran pour prendre une dîme, enfin un droit de douane, lorsque les navires passent le détroit d'Ormuz, au nom de quoi les États-Unis peuvent-ils, dans les eaux internationales, arraisonner les navires qui ont le droit tout à fait de passer à travers ces corridors, donc aussi bien Ormuz qu'en amont, si vous voulez. Donc, ce blocus américain a commencé donc lundi, lundi à 10 h du matin, heure américaine de la côte Est. Donc tous les navires de toute nationalité sont désormais a priori ciblés par la marine américaine. Alors là, je viens de vous dire qu'un Chinois est passé, probablement d'autres. Mais surtout, en amont de cela, chose dont je ne vous ai pas parlé, il s'est passé quelque chose d'amusant. D'amusant. C'est que pendant que, soi-disant, on discutait, n'est-ce pas, au Pakistan donc sous cessez-le-feu, si vous voulez, il y a 2 destroyers américains qui ont essayé de franchir Hormuz et qui ont été pris en chasse, enfin en tout cas filés et approchés par des speedboats iraniens, parce que certes, les Américains ont coulé les frégates, mais ils ont quand même pas mal encore de petits speedboats, qui leur ont fait un certain nombre de warnings, d'avertissements, pardon, et on finit par leur dire, écoutez, je ne sais plus si c'était la 3e fois, écoutez, maintenant vous êtes dans notre ligne de mire, ça veut dire qu'on a des missiles qui sont prêts à vous taper, donc vous avez 30 minutes. Voilà, vous avez 30 minutes et vous partez. Bon. Parce que tout ça, tout ce conflit, et c'est là que ça a du sens et que ça a du poids et que c'est important géopolitiquement de bien le comprendre, c'est un conflit finalement extrêmement important pour la démonstration qui peut être faite ou pas, ou qui peut être ratée, et dont les Iraniens sont les acteurs, si vous voulez, démonstration faite que la souveraineté, ça compte. Et qu'il ne suffit pas d'être gros et musclé et de venir taper avec ses poings sur la table et de menacer de tout détruire pour que les autres se laissent faire. Et ça, c'est une leçon qui, à mon avis, pourrait peut-être même faire des émules en Europe, je ne sais pas, mais certainement dans d'autres parties du monde. Donc on est vraiment sur ce conflit-là. Bien sûr, il y a la Chine, et je vais vous dire ce que la Chine fait pour réagir. Mais si vous voulez, c'est un problème, c'est pas le problème du nucléaire. Okay, le nucléaire, c'est un prétexte. Si l'Iran avait la bombe, personne n'aurait jamais osé l'attaquer, et certainement pas Israël. Et alors, quant à la libération de la femme iranienne, je voudrais qu'on m'explique qui s'intéresse à la libération de la femme nord-coréenne. Parce que la nord-coréenne aussi, elle a le droit d'être libérée, et Dieu sait si, à mon avis, le régime nord-coréen est infiniment plus terrible que le régime iranien actuel. Tout le monde s'en fout de la femme nord-coréenne, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Kim Jong-un, il peut menacer crédiblement d'une riposte nucléaire. Voilà. Donc il faut quand même être sérieux à la fin. Voilà. C'est parce que, comme l'Irak, c'est parce que l'Iran n'a pas la bombe qu'il a été attaqué. Il ne la veut pas. Enfin, il ne la voulait pas. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Et demain, je n'en sais rien. Mais il veut se réserver, en fait, la possibilité de pouvoir l'atteindre sans attendre 20 ans pour pouvoir dissuader les États-Unis et Israël de l'attaquer. Et il faut maintenant, il faut que ça s'arrête en fait. Il faut que cette boîte noire dans laquelle on a essayé d'enfermer l'Iran depuis près d'un demi-siècle, 47 ans, s'arrête et qu'on change de paradigme, vraiment. Alors, certes, le programme balistique iranien a montré une capacité de dissuasion subnucléaire, si vous voulez, infranucléaire importante, assez efficace, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, là, il se dit qu'ils ont encore au moins la moitié de leur potentiel en matière balistique, et en matière de drones, ils en ont encore des dizaines de milliers.
Trump a raté son opération en juin d'oblitération, n'est-ce pas, des stocks d'uranium enrichi et des installations nucléaires iraniennes. Les fameux 430 kilos d'uranium enrichi, bah, ils sont toujours là, ils sont écrasés quelque part dans des souterrains sous Natanz. Il a essayé de les récupérer, il a échoué aussi, et il a perdu un certain nombre d'aéronefs, des gros et des petits. Il se dit qu'il voudrait recommencer pour pouvoir clamer une victoire, en fait, et pouvoir aussi sortir du trou dans lequel il s'est mis tout seul. Donc voilà, donc le véritable problème, c'est pas le nucléaire. Le véritable problème, c'est la souveraineté iranienne. C'est ce pays qui n'obéit pas, en fait. Voilà. C'est ce pays qui est totalement récalcitrant et qu'on a tellement enfermé, dont on a tellement poussé l'autarcie, si vous voulez, eh bien qu'il sait il en a tiré énormément de force. Donc, détruire, mettre sous contrôle l'Iran et ses richesses pour en priver la Chine, pour se les accaparer, ça c'est pour les Américains, et pour Israël, abattre sa puissance concurrente au Moyen-Orient, la seule qui soit capable de s'opposer à lui et de s'opposer au dessein du Grand Israël. Bon, c'est évident, c'est tout simple, je ne raconte pas des choses incroyables. Il n'y a aucune légitimité à tout cela. Il n'y a évidemment aucune légitimité à tout cela, internationale, ni à ce que font les États-Unis, ni à ce que fait Israël. Je rappelle aussi que cette crise, qui est déjà très grave, peut s'aggraver encore, puisque les gardiens de la Révolution ont dit que si Trump mettait vraiment en œuvre son blocus du détroit d'Ormuz, alors l'Iran répondrait en prenant le contrôle de la passe, enfin du détroit de Bab el-Mandeb, grâce aux Houthis, donc là c'est au niveau du Yémen, et là ce serait évidemment un désastre économique. Bon, donc Trump, si vous voulez, il est quand même dans une espèce de fuite en avant dont on ne voit pas très bien où ça va aller. Et s'il continue à avoir des attendus pareils dans des négociations éventuelles qui pourraient reprendre à Islamabad ou à Genève ou je ne sais où, avec je ne sais qui, mais en tout cas avec des Iraniens, et je ne sais qui de son côté d'ailleurs, est-ce qu'il va renvoyer Vance ou pas, eh bien, il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parallèlement, ont débuté aujourd'hui des pourparlers entre Libanais et Israéliens, avec les Américains comme médiateurs, et avec l'équation de ce malheureux Liban qui est beaucoup trop faible en fait pour se défendre contre Israël. Et qui est aussi trop faible pour se permettre de ramener le Hezbollah, s'il le souhaitait, si les autorités libanaises le souhaitaient, à la portion congrue et le désarmer, ce qui est le rêve d'Israël. Bon. Donc là, on est aussi dans un processus qui va être certainement très très long, très vicieux, très tordu, très compliqué. Il est difficile sans avoir vraiment des renseignements de l'intérieur, et voilà, de pouvoir en dire plus pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une faillite totale de la politique étrangère américaine, mais vraiment totale. Je vous rappelle quand même qu'en juin, les États-Unis interdisaient à tout le monde de parler encore du nucléaire. Ils expliquaient qu'ils avaient oblitéré le potentiel nucléaire iranien. Et aujourd'hui, ils ne parlent plus que de ça. Nucléaire. Bon, donc là, on est vraiment... c'est n'importe quoi. Donc, en fait, Trump a déclenché une guerre pour détruire de manière claire et nette toutes les usines dont il expliquait quelques mois avant qu'il était interdit de parler encore puisqu'elles avaient toutes été déjà détruites. Et puis, deuxièmement, il va encore plus loin, il introduit un blocus, il essaie de bloquer le blocus iranien, si vous voulez,
pour ouvrir un détroit qui était complètement ouvert avant son agression. Hein, voilà. Donc, donc, si vous voulez, c'est complètement délirant. Vous créez des problèmes, puis après vous expliquez que vous allez les résoudre en provoquant encore d'autres. Donc tout ça n'a ni queue ni tête. Ce qui est certain, c'est que nous sommes vraiment, s'il faut encore le dire, dans ce processus de décadence, en fait, d'une compréhension, d'une conception impériale, occidentale, américaine du monde. L'Empire vraiment décline, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on est dans une espèce de phase de transition vers ce nouvel ordre mondial, mais c'est une transition qui est de plus en plus chaotique et de plus en plus paniquée, si vous voulez, du côté américain. Alors après, il y a toujours des acteurs opportunistes, je pense à Israël, mais il peut y en avoir d'autres, qui cherchent à tirer leur épingle du jeu dans cette phase, avec quand même des aléas, hein, des inconnues très importantes. Mais ce qui est sûr, c'est que du point de vue de la crédibilité américaine, là, on touche le fond, si vous voulez. Plus les déclarations sont tonitruantes, plus Trump essaie de démontrer qu'il a une espèce de supériorité stratégique, une vision et surtout une volonté, alors que tous les autres sont des faibles, sont des pleutres, sont des couards, au premier rang desquels ses alliés, n'est-ce pas, qui n'ont pas voulu venir l'aider, faire cette coalition internationale contre l'Iran pour aller ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est quand même difficile de lui donner crédit. Alors, certains le font, certains expliquent, mais écoutez, vous avez l'impression que Trump fait n'importe quoi, pas du tout. En fait, grâce à ce qu'il a fait au Venezuela et grâce à ce qu'il est en train de faire en Iran, enfin contre l'Iran, avec son blocus, il contrôle quand même un gros tiers, hein, 35-36%, de la fourniture de brut mondiale. Voilà. Il pousse une grande partie des pays du monde à venir acheter du pétrole américain et aussi du pétrole vénézuélien, naturellement. Il contrôle le canal de Panama, il se concentre maintenant sur le Canada, le Groenland et toutes les routes de commerce de l'Arctique. Et tout ça est extrêmement logique et cohérent et complémentaire, si vous voulez. En gros, Donald Trump, ce génie des temps modernes, est en train de sécuriser toutes les routes, en fait, du commerce mondial, maritime, bien sûr, et finalement est en train de transformer les États-Unis en une superpuissance énergétique globale. Bon. C'est une grille de lecture. Il ne faut pas même si je suis ironique dans ma manière d'en parler, parce que je pense malheureusement qu'il y a beaucoup plus d'improvisation et de bêtises dans les décisions américaines qu'on ne veut l'admettre. Voilà, c'est quand même une grille de lecture qui existe aussi et qui s'appuie quand même, effectivement, sur un certain nombre de faits. Le problème, c'est que Trump n'est pas tout seul, l'Amérique n'est pas toute seule, les autres aussi réagissent. Donc on peut dire qu'il tient la Chine par où vous imaginez, qu'il est en train de bouleverser complètement l'ordre mondial, il est en train de forcer tout le monde en fait à passer par lui pour faire des accords. Bon, c'est peut-être son idée. Voilà. Qu'il est en train de mettre l'État profond et le globalisme à la papa à la retraite, que donc c'est lui qui est en train de faire un puissant reset, hein, un puissant recalibrage de tout et finalement l'emporter. Bon. Et alors, à l'appui de cette thèse, il faut quand même savoir que la marine américaine est en train d'envisager de
prendre de plus en plus de part, d'influence et de poids dans le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, c'est cette passe, si vous voulez, entre la mer d'Andaman et la mer de Chine du Sud, en fait, et c'est entre la Malaisie et l'Indonésie, si vous voulez. Or, que vient-il de se passer? Le brillant Pete Hegseth, le secrétaire d'État, non plus à la défense, mais à la guerre américain, vient juste d'accueillir son homologue indonésien, ministre de la Défense, et a annoncé un partenariat majeur de coopération en matière de défense. Je rappelle que le détroit d'Ormuz, c'est le deuxième au monde, c'est le deuxième endroit du monde en termes de quantité de pétrole, point de transit si vous voulez. Et le premier, c'est le détroit de Malacca. Voilà, donc c'est 80% notamment des importations de pétrole vers la Chine passent par le détroit de Malacca. Donc, à partir du moment où l'armée américaine va assurer la surveillance, n'est-ce pas, c'est-à-dire en fait le contrôle du détroit de Malacca, volant au secours naturellement des Indonésiens, voire même des Malaisiens, eh bien c'est quelque chose qui va à l'appui effectivement de cette idée de grande manœuvre stratégique américaine. Et je ne dis pas qu'elles n'existent pas, ces grandes manœuvres. Je pense simplement que la manière dont Trump met peut-être ses idées en œuvre, sans en voir forcément tous les attendus lui-même d'ailleurs, est extrêmement dangereuse pour l'ensemble du monde et qu'il a l'air, mais alors de s'en fiche, mais totalement, voilà, totalement, que ce soit la misère, la pauvreté, la destruction des populations, l'assassinat, le meurtre, bon, les migrations, les problèmes économiques et sociaux, jusqu'en Europe naturellement. Enfin, vous me direz, la manière dont il tient ses alliés européens en estime est sans ambiguïté. En tout cas, toutes ces grandes manœuvres américaines géniales risquent de plonger le monde dans un désastre économique et social sans précédent. Je rappelle que depuis le 28 février, il y a à peu près 12 millions de barils jour en moins dans ce qui existe, si vous voulez, pour l'économie mondiale. Voilà, ça a baissé de 12 millions de barils jour. C'est beaucoup. Donc, les grandes manœuvres géniales américaines, il y a juste un petit problème, c'est que pour être mises en œuvre, n'est-ce pas, elles risquent de provoquer de tels effets boomerang que ça peut être un désastre économique mondial. Voilà. Je rappelle que depuis le 28 février, il y a chaque jour 12 millions de barils de pétrole en moins pour le fuel de l'économie mondiale. Hein. Pendant les crises pétrolières des années 70, les chocs pétroliers des années 70, c'était 5 millions. Vous me direz que l'économie mondiale à l'époque n'était évidemment pas du tout aussi développée. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Mais c'est quand même beaucoup, 12 millions. Bon, l'essence aux États-Unis a augmenté de plus de 20%. L'inflation est à 3%. Si vous voulez, c'est quand même inquiétant. Et surtout, il y a les autres acteurs. Alors je sais, c'est délicat quand on est un empire. On imagine que les autres n'existent pas. Ils sont juste là pour vous révérer ou vous craindre. Bon. Mais malgré tout, la Chine existe. Et alors, que vient de faire la Chine en réponse à tout cela? Tout à fait à la chinoise, c'est-à-dire pas de guerre directe, pas d'intervention directe. Mais la Chine a annoncé, a coupé discrètement les livraisons d'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est pas négligeable. C'est l'un des composants les plus importants dans toute l'économie industrielle, si vous voulez, dans le monde, pas seulement en Europe. Hein. Ça entre dans la composition des engrais phosphatés, donc
S'il y en a moins, il y a moins de nourriture, moins de capacité. Ça entre dans l'extraction du cuivre, donc s'il y en a moins, il y a moins de câbles en cuivre électrique, il y a moins d'infrastructures, il y a moins de batteries, il y a moins de véhicules électriques, il y a moins de textiles aussi, parce que ça rentre aussi dans le raffinage pétrolier. Bref, le 10 avril 2026, date fondamentale, c'est mon anniversaire, la Chine a annoncé qu'elle suspendrait ses exportations d'acide sulfurique à partir de mai. Donc ça frappe toutes les industries de métaux, ça frappe les industries d'engrais aussi, qui sont déjà mises à mal par la guerre, déjà. Hein. C'est déjà perturbé, si vous voulez. Bon. Et ça a été annoncé, je vous le donne en mille, le 10 avril, c'est-à-dire, c'est certes mon anniversaire, mais c'était surtout le jour où Trump a annoncé le blocus américain sur Hormuz, enfin son intention de le mettre en œuvre, même s'il n'a été mis en œuvre que lundi. Bon. Donc pour comprendre ce choc, il faut mesurer ce qui se passe. D'abord, la fermeture du détroit d'Ormuz, ça bloque les exportations de soufre du Moyen-Orient, qui en produit aussi beaucoup, qui en produit à peu près un tiers à l'échelle mondiale. Et le soufre, c'est la matière première de l'acide sulfurique. Bon. Deuxièmement, donc la Chine, elle ferme le robinet du produit fini, de l'acide sulfurique lui-même. Donc le marché mondial, il est privé du soufre du Moyen-Orient et de l'acide sulfurique chinois. Donc les prix du soufre s'envolent, je crois que ils ont augmenté de près de 70% depuis le début du conflit. Il y a d'autres... voilà, après, c'est en cascade, si vous voulez, les incidences sur l'Amérique latine, sur le Chili. Le Chili, c'est le premier producteur de cuivre mondial. Donc, il importe plus d'1 million de tonnes d'acide sulfurique chinois par an. Environ 20% de sa production de cuivre dépend de procédés nécessitant l'acide sulfurique. Ça touche aussi l'Afrique, la RDC, la Zambie, l'Indonésie. Donc il y a tout ça, c'est la réponse des Chinois. Voilà. Donc c'est une pression chinoise supplémentaire sur la sécurité alimentaire mondiale, alors qu'on sait que les marchés agricoles sont déjà sous tension. Donc c'est ça la stratégie chinoise, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de rentrer en guerre. Pendant que Trump fait des ronds dans l'eau avec sa marine et explique qu'il va détruire la civilisation perse, les Chinois, pouf, ils ferment juste le robinet de l'acide sulfurique. Je crois qu'ils l'ont fait aussi avec le tungstène, je crois. Voilà, c'est la guerre économique, c'est une guerre asymétrique, naturellement. Mais c'est ce que fait la Chine depuis déjà longtemps. Elle le fait aussi quand l'Amérique la menace de droits de douane exorbitants. Elle explique, écoutez, oui, mais enfin bon, moi j'ai des terres rares, donc vous n'aurez plus de terres rares pour tout, pour vos iPhones, pour vos avions, pour tout un tas de choses. Elle a en fait une position dominante, forcément, depuis le temps, dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, et elle s'en sert comme d'un moyen de pression, ce qui lui permet d'éviter la confrontation militaire directe. Elle connaît les points de dépendance, si vous voulez, qui ne se voient pas comme ça, mais qui existent. Et quand elle doit répliquer à des provocations ou à des agressions indirectes contre elle, ce qui est le cas de ce qui se passe contre l'Iran, eh bien, elle ferme le robinet, tout simplement, voilà, et puis elle attend que ça fasse son effet, que ça monte au cerveau à Washington de quelques-uns. Trump peut toujours annoncer son blocus maritime sur le mode spectaculaire. Les Chinois, eux, ils prennent quelques petites décisions discrètes qui ont beaucoup d'effets. Voilà. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que l'Empire ne fait plus peur, mais alors plus peur du tout. Voilà. Et que plus il s'agite, plus il déploie sa puissance réelle, sa puissance militaire, mais sa puissance à l'ancienne. En fait, c'est des méthodes obsolètes, tout ça. C'est des méthodes de brute épaisse, c'est des méthodes obsolètes. Voilà. Le blocus naval, c'est des choses, voilà, c'est le XXe siècle, tout simplement.
menacés de détruire une civilisation, menacés d'exploser tout le monde et de les conduire en enfer, menacés. Si vous voulez, tout ça est à la fois infantile, tragique, dangereux et obsolète. Voilà. Et pendant ce temps, Pékin coupe le robinet de la production alimentaire mondiale, finalement. Cette guerre-là, personne n'en parle, évidemment, parce que ça fait moins de bruit, c'est moins sexy sur les chaînes d'information continue, mais c'est quand même la vraie guerre, et c'est surtout la guerre des corridors mondiaux. Parce qu'en fait, c'est ça qui est en train de se jouer, et je conclurai là-dessus. C'est un moment de transformation tout à fait fondamental, et l'Iran est le point, l'incarnation, si vous voulez, de ce combat. Qui détient le droit de passage dans le monde? Où? Voilà. Qui peut contrôler les routes maritimes du monde? Washington impose un blocus, les bateaux chinois passent néanmoins, et la réponse chinoise change l'équation. En fait, Washington n'est plus tout seul, ne peut pas imposer un blocus. Il va y avoir plusieurs manières de faire désormais, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'interdire la mer. La mer va être divisée, comme le reste. Comme le reste. C'est très triste, mais voilà. La Chine envoie des navires, elle intervient, et concrètement, elle dit, écoutez, nos navires passent et ne seront pas arrêtés. Voilà. Essayez seulement de les arrêter. Et à ce moment-là... Et donc c'est une forme aussi de dissuasion qui est en train de se mettre en place. Il s'agit de briser le monopole américain sur la décision maritime elle-même concernant les routes du commerce maritime mondial. Parce que la Chine a bien compris qu'on veut l'asphyxier à la fin. On veut asphyxier sa stratégie de projection de sa puissance qui n'est pas militaire mais qui est commerciale, tout simplement. Donc on en est là. On en est là et on en est à ces deux méthodes parallèles qui s'affrontent. La méthode américaine, par la force, voilà, et la méthode chinoise, par la volonté, par la conviction, par l'exemple d'une certaine façon. Et la grande question, c'est à la fin, qui va décider qui passe et qui est bloqué? N'est-ce pas? Est-ce que ça va se régler au Conseil de sécurité? Est-ce qu'on va revenir à ce qu'est le droit international de la mer, qui est totalement violé comme tous les autres. Si vous voulez, ce que les Iraniens ont fait à Hormuz, ils n'ont pas bloqué le détroit d'Hormuz. Ils ont divisé. Ils ont dit, alors vous passez, vous passez pas. Voilà, vous passez pas parce qu'en fait, vous venez de m'agresser, ou vous travaillez pour ceux qui viennent de m'agresser, ou vous travaillez avec eux, vous êtes leurs alliés. Et donc, eh bien, voilà, je décide que vous ne passerez pas. Donc c'est ça le véritable problème, c'est ça ce choc qui vient, le monde risque d'être divisé de plus en plus, c'est peut-être l'amorce d'une économie mondiale double, d'une économie mondiale selon des canons différents et des canaux différents. Ce qui a été étranglé finalement, c'est pas l'Iran. L'Iran, il s'est adapté. L'Iran, il a tout de suite fait partir, il vend son pétrole à partir de stocks flottants. Il a obtenu le soutien chinois, en fait, contre l'agression qui lui était faite dans le corridor d'Ormuz. Et donc, la pression, finalement, américaine ne le brise pas, ça l'aide à se reconfigurer et à réassurer son alliance avec la Chine et avec la Russie. Donc, je terminerai en vous disant que le vrai sujet, c'est en fait que nous sommes face à une démonstration d'impuissance américaine, paradoxale, bien sûr, parce qu'ils déploient tout ce qu'ils peuvent. Mais la réalité, c'est que là, ils sont mis face à un fait accompli, qu'ils ont en plus provoqué. Et le résultat, c'est qu'ils ne sont plus capables de définir les règles du jeu. Trump peut faire tous les tweets de la création et déclarer tous les blocus, ça ne marchera pas.
et ça ne marche pas déjà. Voilà, et c'est pour ça qu'on va revenir à des pourparlers. Donc j'espère que les Américains vont comprendre qu'il s'agit de les envisager sur un autre pied, plus intelligent, plus habile, et à la fin dont ils tireront meilleur profit dans la situation qu'est la leur et qui n'est pas particulièrement enviable, je dois le dire. Je termine là-dessus. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez aimé cette mondoscopie. Likez, partagez, inscrivez-vous à la chaîne. Venez me rejoindre au sein du Cercle des Amis de Paix et Guerre. Soutenez-nous sur Tipeee si vous le pouvez. Bref, faites-nous connaître. Voilà, c'est le mieux que vous puissiez faire si ce que je vous explique vous intéresse. Merci chers amis et bonne soirée. À la semaine prochaine. Et pour les membres du cercle, je vous ferai donc une clé du monde sur les élections qui viennent de se tenir en Hongrie et leurs incidences déjà sur l'Europe, sur le conflit en Ukraine et sur un certain nombre d'autres sujets. À très vite. Au revoir.